Autrement dit, la démocratie participative, dont les plus grandes heures remontent à la naissance même de l'idée de démocratie, c'est l'Athènes du VIe siècle avant Jésus-Christ, son axe fondamental est l'écriture de la Constitution par et pour le citoyen, jumelée à l'implication par la participation de tous les citoyens et à tous les niveaux décisionnaires, ainsi que dans tous les domaines inhérents à la gestion des choix et besoins d'un pays. Ce fonctionnement se base sur l'avis éclairé, par formation préalable, de l'ensemble de la population citoyenne, ou de groupes de volontaires, ou par tirage au sort des individus appartenant au corps électoral. Alors à différentes époques et lieux, ce type de gouvernement a été mis en place à plus ou moins grande échelle. Par contre, à ma connaissance, aucun État gouvernemental démocratique à économie financière et de production multinationale a été ou est représenté à son niveau décision d'État par un groupe représentatif de l'ensemble des strates de la population du dit État. Nous pouvons noter l'exception de certaines communautés où un ensemble de représentants, un conseil, peut être délégué afin d'intervenir au nom des siens en tant qu'ambassadeur auprès d'autres nations ou organisations internationales. Je fais référence ici à certaines tribus amérindiennes, australiennes ou africaines, même si je ne suis pas sûr que nous puissions parler de démocratie en son sens stricto sensu. Donc le fondement de cette gouvernance est donc la participation citoyenne sur le décisionnaire et la réappropriation des ressources par et pour l'ensemble de la population, puisque dans le cas où les ressources continueraient à appartenir à des consortiums privés pouvant décider du coût des produits, biens et besoins, le décisionnaire ne serait que fantoche, voire à ce propos une référence que je vais également citer en bas de l'article sur l'Islande, puisque l'Islande a fait pas mal de réformes ces derniers temps. Ou alors nous décidons de scinder en deux la vie politique avec d'un côté une démocratie participative pour la vie culturelle, en son sens social, et de l'autre un dictat privé pour la vie économique. Notre survie dépendant de la gestion des quatre fondamentaux que sont l'air, l'eau, les nutriments et les protections, dans le cas d'une économie entièrement aux mains d'un capital privé, nous nous apercevons rapidement que ce cas de figure serait ingérable et surtout n'aurait plus rien à voir avec la notion même de démocratie. Il est donc impératif que la collectivité nationale dispose du décisionnaire, tant en ressources naturelles et technologiques, pour la survivance, qu'en gestion de la cité, pour le vivable. Mais est-ce, comme à l'époque de l'ancienne Athènes, toujours réalisable? Alors plutôt qu'un long développement théorique, je vais maintenant axer mon propos à partir d'un exemple concret et local. Alors personnellement, je suis résident sur la commune de Mèze, 11 000 habitants, dans l'Hérault, et je suis riverain de l'étang de Thau. La salubrité et la gestion de cet étang sont primordiales pour la vie économique, mais également culturelle de ce village. Le tourisme de plaisance, la restauration de terroir, l'ostréiculture, la pêche, les joutes languedociennes, les fêtes traditionnelles, etc. Dans le cas où un souci de salubrité, de viabilité de cet espace maritime interviendrait, que se passerait-il dans l'organisation d'une démocratie participative? Alors la totalité de la population communale, un groupe de volontaires ou un groupe de tirés au sort se verrait confier l'étude et la recherche de solutions pour ce problème. Donc si nous désirons être pertinents dans notre tâche, il nous faudra en amont de la commission d'études arriver avec un bagage de compréhension du fonctionnement du cycle de l'eau, de la géologie locale, de la météorologie, des variations du changement climatique, des entrées d'eau maritime provenant de la Méditerranée, de la faune et de la flore de cet environnement, des différents potentiels de maladies, empoisonnement, toxicité, naturels, existants, et pouvant interagir avec ce plan d'eau, de la capacité potentielle des pollutions dues à la navigation, de plaisance, de pêche, d'activité ostréicole, la baignade, la randonnée, qu'elle soit pédestre ou cycliste, aux produits lessiviels employés par les restaurateurs et commerces environnant les berges de cette cité, des conditions de rejet des eaux usées, des manufactures et industries dont l'impact pourrait être nocif, des incidences de pollution des voies de transport terrestres, routes et autoroutes à neuf ici, également aériennes, 2 aéroports importants sont à proximité, Montpellier et Béziers, des usines de retraitement de coquillages ainsi que celles des ordures, de l'impact des centres d'études, l'écocites, des centres de loisirs aquatiques, des écoles de voile, des incidences démographiques, et la liste n'est pas exhaustive. Parallèlement, ce travail sera à effectuer par et sur les cités voisines ayant une configuration géographique, économique, de loisirs, culturels, similaire à la nôtre. Donc pour le moins, là déjà, c'est 5 communes de concernées, Bouzic, Ballaruc-le-Vieux, Ballaruc-les-Bains, Sète, Marseillan, plus la nôtre, et dont l'impact pourrait être révélateur, voire causal, de la problématique existante sur l'étang. Alors, au vu de tout ça, combien de temps et d'énergie faudra-t-il pour réunir et ingurgiter la totalité des informations contenues dans ce nombre incalculable de dossiers, d'enquêtes, de comptes rendus, d'interlocuteurs, de contradicteurs, de professionnels, de chercheurs,
en gardant à l'esprit que tous ces travaux ont pu, durant la période démocratie consultative, avoir été les victimes, lors de leur réalisation et exécution, d'arrangements permettant la réalisation de certains profits, entre guillemets. Une fois ce tour de force effectué, en considérant que le citoyen lambda en a la capacité, donc comprendre en cela que l'éducation permet de former un individu aux besoins d'une société donnée à un moment donné, l'individu interchangeable devient l'outil d'amélioration du bien-avoir d'une société, c'est-à-dire l'intérêt du PNB. A contrario, l'instruction permet à un individu de se former pour que la société puisse répondre aux besoins de chacun. L'individu personnalisé réfléchit la société comme outil de l'amélioration du bien-être de chacun. L'éducation est la même pour tous, l'instruction est individualisée. C'est donc en ce sens où j'entendais la capacité. Donc la capacité, l'envie, le savoir, les facultés nécessaires ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse suffisamment conséquent, permettant de détenir une information ainsi qu'une vue d'ensemble à peu près complète sur toutes ces données. Il nous faut maintenant en plus monter le projet qui consistera à différencier les paramètres inhérents à chaque domaine tout en mesurant leur degré d'interpénétration, les causes et conséquences des caractéristiques de tout cet holisme. En fonction du ou des résultats obtenus, car il n'est pas dit que chaque participant soit d'accord sur les développements et les conclusions de ce jeu d'enchevêtrement, des accords pouvant provenir tant d'un facteur éducatif, genre ça fait 150 ans que ma famille travaille dans le coquillage et on n'a jamais pollué, un facteur économique, si on arrête l'activité de navigation de plaisance, quel sera le manque à gagner pour la commune? Ça peut être également culturel. Mèze sans ses pêcheurs de dorades, ça n'est plus Mèze, et les restaurateurs ont besoin d'afficher dorades de l'étang, ça fait partie du patrimoine. Donc, tout ça ne manquera pas d'intervenir sur le jugement d'affect du citoyen. Et il faudra multiplier ce type de procédure par le nombre de communes directement concernées, ce qui ne manquera pas de déclencher des guerres de clochers. Il faudra faire réintervenir donc différents professionnels pour éclaircir ou compléter certains points. Enfin, viendra l'heure des négociateurs, les personnes extérieures, afin d'éviter les interférences d'affect, pour trouver une ou des consensus de solutions. Pour finir, 2-3 détails parmi d'autres qui pourraient avoir leur influence. Quelles seront les conséquences en termes de conflits familiaux, qui ne manqueront pas d'exister, si la commission à laquelle j'appartiens conclut que l'activité économique ou certains biens de ma famille, ma belle famille ou celle des amis proches, influent sur les problèmes liés à la salubrité de l'étang? Comment éviter les pressions, corruption directe ou indirecte, que des particuliers ou des entreprises pourraient être tentés d'exercer sur certains membres de la commission, sachant que des emplois, des profits, des pouvoirs risquent d'être remis en question? Dans le cas où une des conclusions exposerait un souci provenant d'une structure nationale de type aéroport, à l'exemple du dépôt de plomb contenu dans le kérosène des avions, qui pourrait participer à un certain pourcentage du mal-être de l'étang, qui ou quelle institution décidera de modifier ou stopper le survol du plan d'eau, et avec quelles conséquences économiques? Alors je vous laisse le soin de répertorier les enjeux, les conséquences, les manifestations de l'affaire Notre-Dame-des-Landes pour imaginer ce vers quoi nous ne manquerions pas de tendre. Et si la salubrité de l'étang dépendait de multiples facteurs conjugués, issus de niveaux de responsabilité différents, qui trancherait et déciderait des degrés de conséquences? Au-delà de toute cette problématique, le temps nécessaire à ces 4 points, formation, études, décision d'agissement, application de la décision, ne se calcule pas en mois, mais en années, voire en dizaines d'années, si des poursuites, plaintes judiciaires, procès et autres joyeusetés du même genre se mettent en route. Autrement dit, l'étang sera mort et le dernier poisson digéré depuis longtemps, quand une possible action aura reçu l'aval des différents groupes décisionnaires, les différentes strates consultées, les groupes locaux, les différentes communes, le ou les groupes de communautés de communes du bassin de Thau, le groupe départemental, si un des facteurs à risque dépasse la gestion de communes ou de la communauté de communes, le groupe régional, le groupe national, en fonction du ou des problèmes rencontrés. Alors, humainement, socialement, économiquement, temporellement, je pense que c'est totalement ingérable sans une panoplie de conflits qui décourageront les plus tenaces. Sans compter que durant la période d'un minimum de plusieurs mois d'études et de recherche de solutions, laissons-nous l'activité perdurer, et avec elle un risque de dégradation supplémentaire, ou stoppons-nous toute activité liée de près comme de loin à ce lieu, et dans ce cas, qui décide? Dans une économie à intérêt financier, qu'il soit local, populaire, privé, d'État ou de regroupement d'États, tant qu'il y aura un profit monétaire en jeu, il est impossible d'agir d'une façon raisonnée et raisonnable. La vie, basée sur la croyance, l'affect et autres sentiments culturels, alliés à la quête du bien-avoir pour les siens,
restera le facteur déterminant. Et là, mon exemple ne concernait qu'un petit étang, 7500 hectares, à l'activité économique modeste. Essayez d'imaginer l'ampleur de la partie si le sujet était implantation d'un parc nucléaire. Les pour, les contre, les emplois, les profits, Greenpeace, au bas mot, on en a pour 40 ans avant de trouver un début d'accord. Donc en conclusion, autant il est vrai et important que les citoyens retrouvent leurs droits et devoirs et puissent s'impliquer dans des décisions publiques et économiques de leur commune, de leur département, région, pays, autant la réalité économique, sociale, sociétale, voire civilisationnelle, dépasse très souvent nos savoirs, capacités et possibilités de réflexion et d'action. Nous sommes sentiments et affects dans un monde à économie libérale dont quasi chaque choix apporte son lot de conséquences à l'échelle planétaire. Plus personne ne peut nier aujourd'hui que le choix de l'ouverture d'une usine Coca-Cola en Inde provoque des répercussions sur la disponibilité de l'eau potable. Tout comme le choix de réacteurs nucléaires sur des failles sismiques, genre le Japon, provoque des répercussions sur le climat et les océans. Tout comme lorsqu'un bateau vétuste d'armateurs grecs, battant pavillon comorien, transportant du pétrole irakien, revendu à une multinationale états-unienne, lorsque ce bâtiment se casse dans les eaux internationales, ça pollue la totalité de la planète et les responsabilités sont multiples et difficiles à discerner. De là, le besoin d'un arbitrage commercial international, mais avec les dérives que nous lui connaissons. Voir à ce propos un article superbement bien fait sur le site CADTM. Je mets également la référence en dessous. Donc l'ingérence d'État, tout comme l'économie de marché, sont passées du stade de faille à celui de trou béant en ce qui concerne la salubrité de cette planète. Former, informer, instruire, afin de pouvoir demander l'avis des 7 milliards d'habitants de notre monde est une gageure titanesque. Toute mesure qui n'engagerait pas la totalité des humains dans des exploitations à l'échelle mondiale serait un camouflet de démocratie participative. Autrement dit, et sinon, à partir de quelle éthique décidons-nous que tel humain a le droit, par rapport à tel autre, d'avoir voix au chapitre sur une problématique mondiale? Qui décide de cette éthique? Qui décide qu'un problème concerne telle ou telle échelle de grandeur? Qui décide et qui détient les compétences et leur degré de validité? Nous voyons là que sans représentants, cela paraît pour le moins utopique. Mais avec des représentants, cela redevient la démocratie représentative avec son cortège d'abus prévisibles. Donc nous voilà rendus bien loin des soucis de l'Athènes du VIe siècle avant Jésus-Christ, où la technologie n'était pas à conséquence mondiale, où les ressources n'étaient pas en côte d'alerte et où les problèmes sociaux n'avaient pas de répercussions mondiales. Tous ces régimes du passé correspondaient aux divers stades évolutifs du moment, à la réalité et aux besoins historiques de civilisations différenciées, dont les fonctionnements, les repères et croyances, ainsi que les technologies, n'étaient pas à conséquence planétaire. Cet âge civilisationnel, qui commence vers la fin du néolithique, se termine vers le début du numérique, c'est-à-dire dans les années 1950, a connu un patchwork de gouvernements variés, dont l'axe commun était la prise en considération de la gestion de la valeur de la rareté, additionnée à celle du temps de poste de travail humain. Une nouvelle ère émerge, basée sur une possible abondance et un possible remplacement de la pénibilité du poste de travail par la machine. Alors que faire, que proposer comme système de vivre ensemble adapté à ce nouveau stade émergent ?